messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Droit pour tous. Alors, dans cette émission, nous allons recevoir Monsieur Daniel Kabemba Kataï. Vous êtes magistrat depuis 2011 et vous avez décidé quand même d'user utilement de votre longue expérience dans la magistrature pour mettre sur la place publique une réflexion que nous dirons assez audacieuse et sensible, la question de la détention préventive en République démocratique du Congo. Pourquoi en ce moment? Oui, merci beaucoup madame. En fait, par vocation, je suis un peu hostile aux irrégularités. Mes collègues de travail, mes collaborateurs me connaissent ainsi. Alors, depuis que je suis dans la magistrature, je suis plus légaliste. Alors, après ma carrière, après ma longue carrière, d'abord comme magistrat du parquet, juge au tribunal de paix, juge en grande instance, j'observais ce que nous faisons par rapport à ce que la loi prévoit, par rapport aux instruments internationaux en la matière. Et j'ai trouvé qu'il y avait certains actes attentatoires à la liberté des personnes placées en détention préventive. Et cela a interpellé ma conscience et ça m'a conduit à la réflexion qui fait l'objet de mon présent livre. Et en 10 ans de carrière, qu'est-ce que vous avez constaté quand même comme acte attentatoire, parce que vous venez de le dire? Au fait, vous voyez, quand on est magistrat du parquet, on a une autre perception des choses. Mais lorsqu'on devient juge, on voit les choses sous un autre angle. Au fait, lorsque j'ai eu la chance d'être élevé comme juge, puisque généralement on parle de verser au siège, mais il faut les recadrer, on ne verse pas au siège. On monte au siège, puisque le parquet est en bas. On monte au siège. Ça, c'est aussi un débat entre vous avec vos collègues. Tout à fait. On monte au siège, on ne verse pas au siège. Qui sont plus préséants, les juges du C'est le juge qui est préséant. Puisque à l'audience, quel que soit le grade du collègue ou de la personne qui fait les ministères publics, il doit s'élever pour prendre la parole. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. Alors, lorsque je suis devenu juge, j'ai été affecté au tribunal de paix de Luisa. C'était un tribunal qui était à ce débit. Il fallait l'installer, il fallait travailler. Et c'est lorsque je suis arrivé là-bas, dans la prison, il n'y a pas beaucoup de détenus. Quand vous arrivez à la prison, vous pouvez compter au bout des doigts les détenus qui y sont. Alors, en regardant la durée de la détention, la manière dont ils étaient détenus, et des fois eux-mêmes ignorants de ce qu'ils doivent faire pour recouvrer leur liberté ou pour être présentés le plus vite possible devant les juges de jugement, cela a interpellé ma conscience. C'est comme ça que je me suis mis à réfléchir là-dessus. J'ai un peu clané dans la littérature juridique existante et j'ai trouvé de quoi parler dans ce présent ouvrage. Oui, j'ai lu personnellement avec beaucoup d'intérêt quand même votre ouvrage que je recommande d'ailleurs à tous les praticiens de droit. Déjà, il coûte 25 $, votre livre. Le prix, on va en parler. Mais on parle d'abord de l'œuvre intellectuelle que vous venez de produire. Vous avez relevé quand même quelques faiblesses de la législation congolaise en matière de prévention, de détention préventive. Et sur la page 20, vous avez parlé des conditions légales pour placer une personne en garde à vue. Oui. Est-ce que c'est des sujets qui sont quand même sensibles et aujourd'hui on constate qu'il y a beaucoup d'abus et des arrestations arbitraires, même au niveau des magistrats du parquet? Bon, parler d'arrestation arbitraire, c'est très fort. Oui, il y a certaines négligences et des fois, quand on est dans le travail, ça devient de la routine. À ce moment-là, on peut commettre des erreurs sans s'en rendre compte. Quelle est la cause? Parce que les textes de loi existent. Voilà. Le problème, c'est que c'est d'ailleurs l'intérêt de ma réflexion, que les gens ne travaillent pas sur la liberté, puisque la liberté, c'est un droit sacré. C'est la chose la plus précieuse dans la vie. La détention est l'exception. La détention est l'exception. Alors, lorsque on prend l'initiative ou la décision de placer une personne en détention, on doit se référer scrupuleusement aux textes légaux qui existent en la matière.
C'est-à-dire vous devez d'abord constater premièrement que les faits mis à charge ou reprochés au suspect ou à l'auteur présumé de l'infraction paraissent constituer une infraction. Et que cette infraction-là soit punie d'une peine privative de liberté. Puisque si l'infraction n'est punie d'une simple peine d'amende, vous ne pouvez pas placer quelqu'un en détention. Je donne en passant l'exemple d'une contravention routière. Vous ne pouvez pas placer quelqu'un en détention préventive pour une contravention routière. Mais aujourd'hui, au parquet, on constate qu'il y a des personnes qui sont mises en détention juste pour des faits civils. C'est justement cela. C'est des abus qui sont déplorés aujourd'hui. C'est justement cela. D'ailleurs, j'ai toujours eu à débattre avec mes amis du parquet. Je leur ai toujours demandé de tourner leur mandat d'arrêt provisoire. Lorsque vous prenez les mandats d'arrêt provisoire, vous tournez au verso, vous verrez qu'à son temps, le PGR Tshimanga Mukeba avait pris une circulaire. Et cette circulaire-là est reprise au dos du mandat d'arrêt provisoire. Et là, on rappelle que personne ne peut être arrêté pour des faits civils ou pour une simple dette. Donc, en prenant cette décision de placer en détention sous mandat d'arrêt provisoire, l'auteur de cette décision doit se référer à sa propre circulaire, à son propre document. On ne peut pas comprendre qu'on ait un document, mais sans connaître le contenu du document. Donc, c'est le document appelé MAP. Lorsque vous le tournez au dos, il est repris le contenu de la circulaire du PGR Tshimanga Mukeba. Et parmi les conditions, on rappelle à l'auteur de cette décision de ne pas placer sous MAP la personne qui est auteur d'un fait à caractère civil ou d'une simple dette. Alors, l'abondance de la jurisprudence nationale, même internationale, sur la matière, on ne peut plus revenir sur ça parce que vous en avez suffisamment parlé dans votre ouvrage. Mais vous n'arrivez toujours pas à expliquer quand même à la population et justiciable qui vous suivent quelle peut être cette cause. Pourquoi il y a plus d'arrêts. D'ailleurs, la détention devient maintenant une règle et la liberté une exception dans beaucoup de parquets. Au fait, c'est une question de lacune peut-être. Dans ma petite expérience au parquet, j'avais eu la chance de rencontrer le fait premier président Moïndo de Res Mémoire. Et dans l'entretien qu'on avait eu avec lui, il nous conseillait, nous, en tant que jeunes magistrats qui venions d'entrer dans la carrière, il nous disait que vous n'êtes pas obligés de placer toute personne auteur d'une infraction sous les liens de mandat d'arrêt provisoire. Et lorsque vous prenez cette décision, il faudrait qu'en amont, vous ayez déjà réuni assez d'éléments à charge. Et là, cela revient à dire que vous recevez une lettre plainte, vous auditionnez le plaignant ou la plaignante, vous lui demandez si elle a quelques éléments à charge qu'elle peut vous apporter. Vous pouvez d'abord exploiter ces éléments-là avant d'interpeller. Est-ce que l'attente de la confrontation peut être une raison pour mettre quelqu'un sous MAP? Non, 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 non. Ça, ce n'est pas une condition. Les conditions sont bien définies par l'article 27. Que les faits paraissent constituer une infraction punie d'au moins 6 mois, qu'il y ait des indices sérieux de culpabilité, que ces faits-là soient graves, ou soit que la fuite soit à craindre, que l'adresse soit douteuse. Mais vous ne pouvez pas, puisque la personne qui comparaît a nié les faits et que vous n'avez pas assez de charges, vous estimez utile de placer celle-ci en détention en attendant la confrontation. Non, ça ce n'est pas un motif légal. Ce n'est pas vraiment un motif légal. Monsieur Kabemba, il existe, selon beaucoup de chercheurs, une loi de septembre 65 portant sur le régime pénitentiaire. Oui. Est-ce que cette loi a été revue en attendant? Non, jusqu'à ce jour, la loi n'est pas revue. Et cette loi ne donne pas précisément les conditions pour mettre quelqu'un en détention. Donc, fait, les personnes, les magistrats qui le font peuvent peut-être se cacher derrière le fait qu'il n'existe pas réellement des conditions, une conditionnalité certaine.
Non, les magistrats ne peuvent pas se dérober de cela, puisque la détention préventive est prévue par les articles 27 et suivants du Code de procédure pénale. Et le Code de procédure pénale, c'est un outil usuel des magistrats, qu'il soit du parquet ou du siège. Tout magistrat, c'est que lorsque je me décide d'arrêter quelqu'un, je vais me référer à l'article 27 Code de procédure pénale. Donc il ne peut pas se dérober, dire qu'il n'y a pas de conditions prescrites. C'est à juste titre d'ailleurs, peut-être que on en parlera, que je rappelais les dispositions de l'article 9, littéra 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette disposition voudrait que toute personne qui se voit privée de sa liberté, lorsqu'elle estime que cette liberté ne lui est pas privée conformément à la loi, cette personne-là peut saisir directement le juge chargé du contrôle de la détention pour faire voir à celui-ci les irrégularités dont elle est victime et obtenir, s'il est chez, sa mise en liberté. Et c'est la chose que beaucoup de justiciables ignorent, et même les plaideurs professionnels. Ils attendent le jour qu'ils seront présentés devant le juge en chambre du conseil pour exposer les irrégularités dont ils ont fait l'objet. Alors que cette norme internationale leur accorde ces droits-là de saisir directement les juges. Alors est-ce que cette théorie est liée à la pratique? Est-ce que où on apprend la théorie à l'université, vous venez de le dire? Est-ce qu'au niveau des instances judiciaires, on ne fait pas un travail de recyclage de tous les nouveaux magistrats qui viennent dans la profession? Non, tous les magistrats sont rodés, ils sont rodés. Où est-ce qu'on rôde ces magistrats? Ils sont rodés. Au fait, le fait seulement d'être en contact avec les codes de procédure pénale chaque jour, les magistrats ne peuvent pas ignorer. Donc il faut lire, beaucoup lire. Pas seulement lire, mais intérioriser ces valeurs-là. Puisque c'est comme le professeur Luzolo ne cesse de le dire, que le droit c'est une vertu. Alors une vertu. Donc il faut d'abord que les droits que nous appliquons, puisque nous jugeons nos semblables, que les droits que nous appliquons puissent d'abord être premièrement une vertu. Est-ce qu'il y a une vertu dans la pauvreté? Parce que vous parlez de la vertu. Ah oui, la pauvreté ne peut pas être une cause de justification ou une cause d'exonération. La pauvreté ne peut pas justifier quoi que ce soit. Encore que les magistrats dans son bureau, ils ne vend rien. Les conditions de travail aussi peuvent justifier le fait que les dossiers soient traités à la hâte. Non, non, non. C'est aussi une raison. Tout dossier constitue un cas d'espèce. Je venais de le dire que ce que la personne a de plus sacré, c'est sa liberté. Okay. Et lorsque vous prenez la décision de lui la priver, il faut que vous ayez de bonnes raisons pour le faire. Il faut que vous ayez de bonnes raisons. Sinon, vous êtes obligé de vous abstenir. Laissez la personne en liberté. Alors, est-ce qu'il ne devrait pas avoir carrément une réforme? Oui, réforme. Mais vous n'en parlez pas dans votre ouvrage, mais on sent que vous êtes dans le besoin de ce changement. Alors, ah oui, certainement une réforme. Une réforme pourquoi? Puisque ce que nous constatons aujourd'hui, on constate les pléthores de détenus dans nos maisons, dans nos milieux de détention, dans la maison la maison d'arrêt, tout comme dans la prison. Et cela est dû à beaucoup de choses. Entre autres, le volume du travail aussi. Le volume du travail. Un seul magistrat du parquet peut avoir plus de 50 dossiers. Dans ces 50 dossiers, il a placé plus de 30 personnes sous les liens des mandats d'arrêt provisoire. Peut-être que c'est seulement parce que beaucoup de magistrats préfèrent être concentrés à Kinshasa, en centre-ville, qu'aller en province. Parce que le même problème se retrouve aussi en province. Hein. Non, mais ce n'est pas le problème. Vous-même, est-ce que si on vous affecte en province, vous allez partir à cœur joie? Non, mais moi, je suis villageois. Si je peux ainsi m'appeler, je suis villageois. J'ai commencé ma carrière au parquet près le tribunal de paix d'Ilebo. C'est au village. De là, je suis allé au tribunal de paix de Luisa. C'est aussi un village. Après Luisa, j'ai été permuté à Matadi, c'est l'intérieur du pays. Ce n'est qu'en 2018 que je me suis retrouvé à Kinshasa. Donc j'ai travaillé à l'intérieur. Ce n'est pas le fait d'être concentré à Kinshasa qui peut justifier les irrégularités. Et ces irrégularités-là, voulais-je dire, ne se constatent pas seulement à Kinshasa. C'est partout.
c'est partout ailleurs. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de dire tout haut, écrire pour immortaliser un peu vos pensées sur une question sensible. Est-ce que vous n'avez pas peur des représailles à côté? Non, représailles. Du regard lointain de vos collègues qui sont encore dans je ne crois pas, je ne fais que mettre sur la place publique l'écran débat du palais. L'écran débat du palais, puisque malheureusement, les contentieux de la détention préventive se fait à huis clos. Il y a toujours un débat roulé entre les plaideurs, les juges et les ministères publics. Et c'est ce débat-là que j'ai transcrit par écrit. Donc, on ne peut pas m'en vouloir. Sans rancune. Sans rancune, je n'ai pas peur d'être d'un quelconque représailles, non, je ne pense pas à ça. Alors, vous avez non seulement fait un diagnostic quand même assez alarmant de la situation, vous avez aussi proposé des remèdes sous forme de recommandations. Peut-on en savoir un peu plus dans votre ouvrage? Oui, j'ai été tenté de faire un peu une étude comparative entre la réforme française et notre droit, l'état actuel de notre législation. Qui est assez avancé quand même. Au fait, en France, il y avait les mêmes problèmes. Les ministères publics, qui est l'organe poursuivant, se retrouvent en quelque sorte juge de l'instruction. C'est lui qui instruit. Et c'est lui qui est appelé à être opposé contre la même personne devant les juges de fond. Vous voyez, cette casquette-là, des fois, met les juges d'instruction, notre juge d'instruction qui se trouve être magistrat du parquet, le met en difficulté. Comment se départir? Comment être juge et parti au même moment? C'est ce qui fait qu'en France, après avoir constaté cela, on avait carrément décidé de créer un juge de liberté et de détention. C'est ce juge-là qui doit décider sur la privation de liberté de qui que ce soit. Et le ministère public n'attend que de comparaître à l'audience. Mais aujourd'hui, la loi portant juridiction de l'ordre judiciaire en RDC a déjà réglé tout ça. Non, effectivement. Le Congo n'a plus ce problème-là. Au fait, lorsque vous lisez même le professeur Luzolo, il fait cette même proposition. Il est abouti au même constat que moi. Il a constaté que le fait que les magistrats du ministère public, les magistrats du parquet, se retrouvent en même temps juge d'instruction et officier du ministère public, organe poursuivant, il est juge d'instruction. On peut l'appeler ainsi juge d'instruction dans la phase juridictionnelle, puisque c'est lui qui instruit en la phase juridictionnelle. Mais lorsque l'affaire est fixée devant la juridiction de jugement, il vient là comme organe poursuivant. Vous voyez, la même personne avec les deux casquettes, cela fait en sorte que des fois, en lui-même, il y a une sorte de conflit d'intérêts, puisque c'est son affaire. Donc il ne demandera jamais une liberté. Il ne demandera jamais une liberté, même si il peut le constater. Mais il y a des magistrats consciencieux au parquet qui, après avoir arrêté, il instruit, il constate qu'il n'y a pas assez d'éléments, il libère. Et ça arrive beaucoup. Décerner un mandat d'amener, on appréhende la personne comparée devant les magistrats instructeurs, lui-même auditionne la personne et trouve que les éléments ou les conditions de mise en détention, préventive ou sous les liens des mandats d'arrêt provisoire ne sont pas réunis, il laisse la personne retourner à la maison. Ça se passe chaque jour, même ici à Kinshasa. Il y a des magistrats qui font ça. Alors aujourd'hui, vous voulez un peu interpeller la conscience collective de beaucoup de vos collègues qui ne sont peut-être pas encore informés de ces dispositions. Ils sont informés. Ce que je voudrais faire, ce que j'ai voulu faire par cette étude, c'est que nous, magistrats congolais, nous puissions intérioriser les règles des droits de l'homme. Les règles des droits de l'homme, puisque la personne qui est détenue ne perd pas tous les droits du fait de la détention. Cette personne a des droits et ces droits sont prévus par les instruments internationaux. En passant, je peux citer les droits à une détention conforme à la loi. C'est un droit. La personne doit être détenue conformément à la loi de son pays. Et là, les textes pour qu'une détention soit conforme, quelles sont les conditions? Les conditions, c'est d'abord que les faits paraissent constituer une infraction. Un. De deux, que cette personne soit entendue. On ne peut pas placer en détention quelqu'un qui n'a jamais été entendu. On ne peut pas la placer en détention. Et
qu'il y ait indice sérieux de culpabilité, que ce fait soit quand même d'une certaine gravité. Vous n'allez pas pour une infraction punie de 7 jours de servitude pénale au maximum placer quelqu'un en détention, non. C'est ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme exige et c'est ce que les autres instruments internationaux auxquels nous avons adhéré exigent. Donc la détention doit être conforme à la loi. Cela, c'est un droit du détenu. Il a aussi le droit à une brève détention préventive. La détention préventive ne doit pas être longue. Et là, vous pouvez retrouver cela dans beaucoup d'instruments internationaux auxquels la RDC a adhéré. Monsieur Kabemba, votre ouvrage m'a beaucoup fait sourire, la page 85, oui, où vous avez parlé du taux de la fixation du taux de cautionnement. Ça aussi, c'est un débat. Finalement, à la phase préjuridictionnelle, au niveau du parquet, qui devrait fixer la caution pour une liberté provisoire? Est-ce les magistrats du parquet ou bien le juge? Au fait, lorsque la liberté doit être accordée au niveau du parquet, je pense que c'est les magistrats instructeurs qui doivent proposer cela en harmonie avec les chefs d'office. Et ça ne doit pas être... Ça ne se marchande pas comme... Ça ne doit pas être un saut d'humeur là, vous non payer autant, non. Je pense qu'il y a un arrêté interministériel qui fixe. Alors les magistrats pourront voir ce qu'ils peuvent proposer. Mais dans la réflexion que moi j'ai faite, c'est la fixation du taux de cautionnement par les juges qui statuent en chambre du conseil. Comment arrive-t-il à fixer les taux de cautionnement? Et généralement, lorsqu'on est en chambre du conseil, que ce soit la personne qui sollicite sa mise en liberté provisoire, que ce soit les magistrats du parquet, personne ne parle de ça. C'est comme si c'était un sujet tabou. Alors que ça fait partie des questions qui doivent être débattues. Et il y a un cas que j'ai vécu comme juge d'appel. Il y a M. X, fonctionnaire de l'État, Kagne Petit, poursuivi et son dossier fixé devant le tribunal de paix de Pont-Kassavoub. À la première audience, se basant sur pied de l'article 45, il sollicite auprès du juge sa mise en liberté provisoire. Le juge accède à cette demande, mais fixe les taux du cautionnement à 3 millions de francs congolais. Le monsieur a bénéficié de la liberté provisoire, mais il n'a pas la capacité de payer les 3 millions de francs congolais. Il se pourvoit en appel. Il se retrouve devant le juge et il pose son problème. Il dit oui, j'ai bénéficié de la mise en liberté provisoire, mais le cautionnement est très exorbitant. Je suis agent de l'État. On me paye moins de 1 million le mois. Où allais-je trouver les 3 millions pour mon cautionnement? Et la question est là. Comment le juge doit se comporter? Alors, le juge d'appel est lié par une décision de la Cour suprême de justice. La Cour suprême de justice a eu à son temps à décider qu'est irrécevable l'appel formé par les prévenus ou l'inculpé contre une ordonnance qui les met en détention, qui les met en liberté provisoire. Et le juge confirme l'œuvre du premier juge. Voyez? Donc ça, c'est une mauvaise jurisprudence. Effectivement, je critique cette jurisprudence dans ma réflexion. Il aurait fallu que l'instance supérieure laisse à au juge la possibilité d'examiner l'appel de l'inculpé ou du prévenu bénéficiaire de mise en liberté provisoire de cas par cas, qu'on puisse examiner cas par cas. Puisque, imaginez-vous, maintenant il est en dette, il a bénéficié. Or, l'article 32 subordonne le recouvrement de cette liberté par le paiement du cautionnement. Dès lors que vous n'avez pas payé le cautionnement, on ne va pas vous libérer. Même si vous avez votre ordonnance à main, il n'y a pas de preuve. Mais non, justement, à cause de cette manière
de contourner un peu les textes, le montant de cautionnement et négocier comme du pain sur le marché. Non, madame. Les magistrats n'est pas dans un supermarché en train de vendre la marchandise. Les magistrats ont pour rôle de dire les droits. Voilà ce que je propose dans ma réflexion. Je propose ceci. Je voudrais que lorsque la personne qui demande sa mise en liberté provisoire, outre les motifs qu'il peut avancer, je suis malade, je suis père d'une famille nombreuse, j'ai une adresse connue, j'ai un emploi stable, je ne peux pas me soustraire, mais qu'ils disent aussi que je pourrais payer autant. Et que le ministère public, en réplique, qu'il ne se contente pas de réitérer seulement ses réquisitions précédentes, mais qu'il puisse aussi, dans ses répliques, dire que si jamais les juges seraient tentés d'accorder la liberté provisoire à ces prévenus ou à cet inculpé, voilà les conditions et les charges à lui imposer. Est-ce que la loi sur le régime pénitentiaire le dit? Non, ce n'est pas la loi sur le régime pénitentiaire qui le dit. Là, c'est la procédure pénale toujours. C'est toujours la procédure pénale, c'est à l'article 32. Je vous donne un cas d'espèce. Je pense qu'il y a eu un grand procès qui a été suivi de partout dans le monde. C'est le procès de Dominique Strauss-Kahn. Si vous vous rappelez, lorsqu'il s'était présenté devant le juge, il avait proposé les montants de cautionnement. Il avait même proposé de payer en liquide. Et cela a fait l'objet d'un débat. Alors, ce que je voudrais ici, c'est que si jamais la partie qui sollicite la mise en liberté provisoire n'arrive pas à le dire, le juge a cette obligation-là de lui poser cette question-là. Mais vous voudriez être mis en liberté provisoire. Avez-vous les cautionnements à payer? Et que cela fasse l'objet d'un débat. Au finish, le juge aura des éléments d'appréciation. D'un côté, il a la gravité des faits reprochés à la personne. De l'autre côté, il a le statut social de la personne. Il a l'idée sur les revenus de la personne, puisqu'il sait, quand c'est un enseignant par exemple, il sait déjà, c'est-à-dire que non, un enseignant de l'école publique de l'État touche environ autant. Son salaire a un caractère alimentaire. Si je fixe un taux de cautionnement à tel seuil, est-ce que cette personne sera à même de payer? Et que le ministère public aussi, en réplique, il aura aussi proposé quelque chose. Mais et si le cautionnement avait plutôt un rôle pédagogique? Plus c'est fort, moins les gens commettent des infractions. Non, mais écoutez, madame, vous n'allez pas demander à un bûcheron ou à un cultivateur ou un vendeur de feuilles de manioc de payer un cautionnement de 200 $ par exemple pour les injures publiques. Non. Là, vous la tuez. Vous la tuez et elle aura les 200 $ où pour payer? Puisque vous constatez qu'elle est mère de 7 enfants et ces enfants ne vivent que de ces petits travaux qu'elle fait, elle peut payer quand même quelque chose acceptable puisqu'elle ne pourra pas fuir. Elle fuit, elle va laisser les enfants. Alors quel est le rôle du cautionnement alors? Le rôle du cautionnement, c'est une garantie. En fait, c'est une garantie. C'est une garantie qui justifie la récomparition, si je peux ainsi m'exprimer, de la personne mise en liberté provisoire devant les magistrats instructeurs ou devant la juridiction du jugement lorsqu'il en sera requis. Parce que vous voyez, vous bénéficiez de la présomption d'innocence, vous êtes poursuivi pour des causes et blessures volontaires simples, vous payez les cautionnements. Par exemple, vous êtes agent dans une grande société de la place, vous payez un cautionnement par exemple de 1000 $. Mais vous savez que vous êtes innocent. Je ne vous vois pas fuir, abandonner les services, abandonner cet argent. Je ne vous vois pas fuir. Vous allez tenir à vous présenter et à prouver votre innocence afin de recouvrer votre liberté et voir au besoin le dossier être classé. Sans suite, si c'est déjà au niveau du tribunal, obtenir votre acquittement. Et après cela, entamer les démarches pour obtenir restitution, puisque ce n'est pas une peine de cautionnement.
Même si de nos jours, le cautionnement est versé à la banque. Mais c'est remboursable lorsqu'on classe votre dossier sans suite. On doit vous rembourser. Et même le juge, des fois... ce cautionnement est réellement remboursable? Mais oui, il faut essayer d'abord. Faites la procédure. Faites la procédure et on va vous les rembourser. Et des fois, nous aussi, juges, lorsque nous juges des fonds, lorsque nous statuons, j'ai toujours voulu que si la personne était en liberté sous caution, dès qu'il est acquitté, j'ai toujours voulu que dans les dispositifs ou dans la motivation, qu'on puisse relever cela et ordonner aux besoins dans son dispositif les remboursements de ces cautionnements. J'ai toujours voulu cela. Monsieur Kabemba, pour vous, le grand problème, c'est quoi? C'est la maîtrise des textes ou la pratique? Pour qu'il y ait un changement de fond. C'est les deux. C'est les deux. C'est comme je le disais au début, la vertu. La vertu. Puisque, par essence, les magistrats doivent être hostiles aux irrégularités. Les magistrats lui-même doivent être hostiles aux irrégularités. Justement, vous êtes très sévère envers vos collègues sans tenir compte du fait qu'un magistrat doit vivre aussi. Non, non. Je ne suis pas sévère contre mes collègues. Je suis sévère contre moi-même. Contre moi-même. Puisque dans ces livres, je ne ménage personne. Je ne ménage personne, je ne ménage pas les plaideurs, les avocats. Je ne ménage pas les magistrats du parquet. Je ne ménage pas non plus les juges que je suis. Je ne ménage personne. Je relevais les entorses dans les attributions de chacun. Et je les rappelle à se conformer à ce que la loi dit, en tenant compte de l'évolution jurisprudentielle. Par exemple, pour nos juges, beaucoup sont encore collés à cette jurisprudence désuète de 1916 de Boma, qui dit que le juge n'a pas à vérifier la régularité antérieure de la détention. Son travail, c'est de statuer sur l'avenir. Donc le juge ne peut pas se préoccuper de ce qui s'est passé avant que le prévenu ou l'inculpé lui soit présenté en chambre de conseil. Non, cette jurisprudence est déjà désuète. Première raison. Cette jurisprudence de 1916 a été prise sur base d'une loi qui a déjà été abrogée. Le code de procédure pénale que nous avons de ces jours ne date pas de 1916. Il date des années 1979 ou 82, si je ne m'abuse pas. À côté de cela, nous avons une constitution de 2016. À côté de cette constitution, nous avons des instruments internationaux auxquels nous avons adhéré après 1916. À côté de cela, nous avons des arrêts de la Cour suprême de justice des années 80 et même des années 90 qui ont révolutionné les choses. Et les juges ne peuvent pas se cantonner sur cette jurisprudence malheureuse de 1916. Et pour votre information, madame, à cette époque-là, il y avait des classes. Il y avait les colons et il y avait les colonisés. Et c'était une jurisprudence qui s'appliquait sur les colonisés. Pourquoi? Puisqu'on pouvait l'arrêter, les mettre n'importe où, par l'OPJ, autant de jours, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on les prend devant le juge, on dit au juge, non, monsieur, écoutez, ne vérifiez pas les temps passés, vous contentez-vous de sa position actuelle et régulariser pour l'avenir. Non, nous ne pouvons pas continuer à appliquer cette jurisprudence-là, puisqu'elle est déjà désuète. Surtout qu'il y a des jurisprudences en la matière prises par la Cour suprême de justice. Je cite une jurisprudence, par exemple. Est-ce qu'une jurisprudence de la Cour suprême de justice est au-dessus d'une loi? Mais oui! La Cour suprême de justice, dans les temps, faisait rôle de la Cour de cassation. Au-delà de son rôle de veiller à la bonne interprétation de la loi, à la bonne application de la loi, mais elle crée aussi les droits. Lorsqu'il y a un arrêt de principe de la Cour suprême de justice, elle a autorité sur toutes les juridictions inférieures. Et je ne vois pas un juge, je venais de vous dire ici, que comme juge statuant en appel, nous avons eu à nous conformer à la jurisprudence de la Cour suprême de justice qui nous demandait, nous juges d'appel, de déclarer irrécevable l'appel d'un prévenu bénéficiaire d'une mise en liberté provisoire. Nous l'avons fait. Quoique elle peut être critiquable, je la critique sur le plan scientifique, mais lorsque, dans ma casquette de juge, aussi longtemps qu'il n'y a pas eu un revirement, je l'appliquerai. Je l'appliquerai. Donc, disons que vous avancez sans avancer, en fait. Non, non, j'avance. Vous avancez en reculant. Non, je n'avance pas en reculant, puisque à mon niveau, comme juge d'instance, actuellement, je ne peux pas réformer la jurisprudence de la Cour suprême de justice.
Tout ce que je peux faire, c'est d'écrire, la critiquer à la Cour suprême de justice, de me lire et de s'adapter à l'évolution du droit de l'homme dans le monde. C'est la Cour, puisque toute décision doit être appellable. Toute décision doit être appellable. Toute décision doit être appellable. On ne peut pas priver le droit d'appel au double degré de juridiction à un citoyen congolais. C'est la Constitution qui les dit. Monsieur Daniel Kabemba, il y a un certain nombre de critiques que vous avez formulées aussi, particulièrement à cause des mauvaises jurisprudences qui ont bâclé un peu les droits fondamentaux de beaucoup de justiciables. Mais au-delà de l'ouvrage, qu'est-ce que vous comptez faire pour mieux faire entendre votre voix? Au fait, lorsque vous lisez mon ouvrage dans l'avant-propos, et lorsque je parle de l'intérêt de mon ouvrage... Préfacé par le PG Pungwe. Actuellement avocat général, il nous a vu naître dans la magistrature et il a toujours été pour nous comme un père, même quand nous étions dans la brousse, chaque fois qu'on avait des petites difficultés en droit, on ne cessait de l'appeler et ce travail a fait l'objet de longues discussions. On pouvait se retrouver de 8h jusqu'à 14h en train de débattre sur un paragraphe ou sur une section. Donc je profite de ce plateau pour les remercier une fois de plus. Alors, je disais que l'intérêt de mon travail, de ma réflexion, c'était de rappeler, surtout les juges, lorsque vous lisez notre Constitution, dans ses articles 149 et 150, on fait du pouvoir judiciaire garant des droits, des libertés publiques et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges doivent toujours avoir en esprit ces rôles-là. Les ministères publics évoquent souvent l'intérêt de la sauvegarde de l'ordre public, mais les juges, face à cela, ils doivent plus viser les libertés et les droits fondamentaux. Oui, la liberté, c'est le principe. La détention, l'exception. Mais lorsque vous tombez dans les conditions prévues par la loi, on peut vous priver de cette liberté. Mais en vous privant de cette liberté, on doit aussi contrôler la régularité. Mais la loi détention a prévu des mesures de prise à partie contre les magistrats qui sont à l'encontre justement des libertés, des droits fondamentaux des citoyens. Donc tout n'est pas si mauvais que ça. Au fait, lorsque vous lisez mon travail, j'en ai parlé. J'ai parlé de la responsabilité professionnelle. J'ai parlé de la responsabilité civile. J'ai parlé aussi de la responsabilité pénale du magistrat dans telle ou telle autre hypothèse, selon qu'il prend telle posture ou telle autre posture devant des évidences. Il peut engager soit sa responsabilité professionnelle, c'est-à-dire disciplinaire, il peut engager sa responsabilité civile, il peut aussi engager sa responsabilité pénale. Ici, le magistrat du parquet ne peut pas évoquer à tort le principe de l'irresponsabilité des magistrats du parquet dans l'exercice de ses fonctions. Non, lorsqu'il est clairement établi que lui est sorti du cadre légal, il engage sa responsabilité. Pourquoi? Puisque la théorie générale des droits, des obligations voudrait que les commettants répondent des actes de son préposé. Mais lorsque le préposé sort du cadre du mandat lui conféré, il engage sa propre responsabilité. Le magistrat du parquet est préposé de l'État. Lorsqu'il arrête en dehors des textes préétablis par l'État, lorsqu'il arrête pour une simple dette, et que par pire hasard, pour des faits civils, par pire hasard, cette personne meurt en détention. Mais il engage sa responsabilité. Puisque la première condition qu'on lui impose par l'article 27, c'est de voir si ces faits paraissent constituer une infraction. À ce stade-là, on ne voudrait pas que l'infraction soit dite établie. Non. Apparemment, quand vous regardez, est-ce que ces faits paraissent constituer une infraction? Tout magistrat moyen ou tout juriste moyen sait à première vue, ces faits paraissent constituer une infraction. Vous avez dans votre ouvrage fait allusion au droit comparé. Vous avez parlé de ce qui se passe en France, mais dans tous ces pays, on lit à chaque prévenu ses droits. Ici, c'est une pratique qu'on ne fait pas, que ce soit par les magistrats du parquet ou par les juges.
lire à un prévenu, à une partie, ses droits, que vous êtes en droit de garder le silence, vous êtes en droit de vous faire assister par un avocat. Effectivement, madame. Et jamais, on n'a jamais entendu. Effectivement, madame, vous soulevez une question qui a toujours créé une querelle inutile. Inutile pourquoi? Parce que rappelez-vous, je vous ai dit que les MAP, les mandats d'arrêt provisoire du parquet, au-delà de ces mandats-là, il est repris les droits de la personne. Mais qui détenu. Le magistrat du parquet est obligé de le faire. Et même nous juges, lorsque nous siégeons en chambre du conseil, nous devons le faire. Nous devons le faire pourquoi? Madame, lorsque vous lisez les statuts de Rome et les règlements de procédure, vous allez voir que avant que les magistrats, les procureurs puissent décerner un mandat d'arrêt, il réunit les éléments de preuve. Il part avec ces éléments de preuve devant la chambre préliminaire. Et c'est le juge qui l'autorise de procéder. Et lorsqu'il le fait, la personne amenée à la CPI, on la présente devant les juges de la chambre préliminaire. Et ces juges-là, les statuts les prévoient et les règlements de procédure également. Ça prévoit que le juge doit lui rappeler qu'il a les droits, tous les droits que vous venez d'énumérer, et aussi il a le droit de solliciter et bénéficier de la mise en liberté provisoire. Mais chez nous, si vous jugez, statuant en chambre du conseil, il vous arrive de dire aux prévenus, je pense qu'on peut même vous lapider à la rigueur, hein? On peut penser que vous êtes intéressé, alors que ce sont les droits fondamentaux et cela constitue une obligation des justiciers de faire savoir aux justiciables leurs droits. Même s'ils sont cités des avocats, les avocats peuvent aussi oublier. Mais c'est à nous, magistrats du siège, tout comme du parquet, de rappeler à ces personnes. Écoute, monsieur, vous avez le droit de vous faire assister. Je viens de vous placer sous mandat d'arrêt provisoire. Est-ce que vous avez un membre de famille? Est-ce que vous avez son numéro de téléphone? Est-ce qu'on peut entrer en contact avec lui pour l'informer que vous étiez sorti pour aller au travail, mais de là, vous avez commis un fait qui a fait que vous puissiez être détenu ici. C'est un droit, on doit le faire. Monsieur Kabemba Kataï, on va terminer avec cette dernière question. Votre ouvrage vient de paraître aux éditions Arnaud de Bruxelles. Oui. Il coûte 25 $. Est-ce que c'est à la portée de tous? Au fait, 25 $, oui. Où on peut trouver d'abord cet ouvrage? Bon, jusque-là, il n'y a pas de point de vente comme tel. Mais Justicia peut se proposer comme point de vente. Hein? Voilà, merci beaucoup, madame. Il y a mon numéro, si quelqu'un en a besoin, il peut appeler à mes coordonnées. Je suis disposé, c'est ce que je fais d'ailleurs avec beaucoup d'amis magistrats qui m'appellent ça. Il y a des avocats, des amis avocats qui m'appellent et qui achètent comme ça. Mais si vous passez au TGI Matete, vous pouvez vous en procurer. Et à Matadi, ces livres sont à la disposition du premier substitut. Julien Bemji, il est bien connu à Matadi. Ceux qui en ont besoin peuvent se référer à lui. À Lubumbashi, ceux qui en ont besoin peuvent voir le magistrat Justin Malangu du TGI Lubumbashi. En Mbujimaï bientôt, il y a un collègue, Blaise Yonda, qui va bientôt faire le déplacement de Mbujimaï. Il pourra aussi amener un lot des ouvrages pour les justiciables de ce côté-là. Je suis en train de voir. 25 $, c'est à la portée de tous. Au fait, je n'ai pas fixé le prix. Le prix est fixé par l'éditeur. Vous voyez, au dos de l'ouvrage, c'est bien mentionné 19 €. C'est mentionné 19 €. Lorsque vous faites la parité en dollars, c'est environ 23 quelque chose. Vous ajoutez la douane et les transports, c'est environ 25 $. Donc je vends vraiment au les prix. Les étudiants congolais ne pourraient pas se procurer de votre ouvrage. Bon, peut-être prochainement. Bon, les étudiants n'ont qu'à fournir, la science coûte cher, madame. Ils n'ont qu'à fournir un peu d'effort pour s'en procurer. Est-ce que vous pensez plus tard à une version électronique Oui, nous sommes en pourparlers avec mon éditeur déjà. Bientôt là, on verra dans quelle mesure mettre ça sur la plateforme Amazon pour faciliter l'achat à ceux qui ne peuvent pas avoir la version dure.
La version juridique. Mais madame, nous sommes à la fin. Il y a des questions que vous n'avez pas pu poser. Oui, puisque là-dedans, vous souhaité dire parce que nous sommes butés à un problème de temps. Je parle de la détention des personnes non justiciables des juridictions militaires, mais qui sont placées en détention par les magistrats militaires. C'est une question qui fait débat dans les milieux judiciaires et j'en ai parlé pour démontrer que les parquets militaires, certains parquets, ils peuvent arrêter à condition que les faits pour lesquels on arrête la personne soient de la compétence des juridictions militaires. Donc que vous soyez civil ou militaire, on peut vous arrêter à l'auditorat. Mais si vous êtes civil, vous avez commis un simple abus de confiance et que vous êtes interpellé à l'auditorat, les magistrats instructeurs est obligé, après vous avoir interpellé et s'être fait l'idée que les faits pour lesquels vous êtes poursuivi ne peuvent pas être portés devant la juridiction militaire, vous transférez devant les magistrats près les juridictions des droits communs. Et cela, c'est pour éviter de violer les droits de cette personne-là. Puisque si c'est l'abus de confiance simple et que vous les placez sous mandat d'arrêt provisoire militaire, qui a une validité de 15 jours, après vous les placez sous ODP, vous lui privez son droit de comparaître devant son juge naturel chargé de contrôler la détention, où il peut relever les irrégularités et obtenir sa mise en liberté provisoire. C'est une question que j'ai soulevée aussi dans ces livres, puisque c'est une question qui fait un grand débat dans les milieux judiciaires. Monsieur Daniel Kabemba Katai, merci en tout cas pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour ce plateau que vous m'avez offert, madame. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes auteur de l'ouvrage intitulé « La détention préventive en République démocratique du Congo ». Donc, vous avez fait un regard introspectif sur le rôle du juge face aux droits garantis à tous les détenus. Oui. À moins que vous ayez autre chose à dire, sinon on peut laisser à nos téléspectateurs le temps de commander peut-être. Oui, ils peuvent commander auprès des justiciables, comme vous venez de le dire. Ils peuvent aussi m'appeler directement à mon numéro, le 084 258 50 57. Ils seront servis. Ok. Merci, monsieur Daniel Kabemba Katai. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Et merci pour votre attention. À la prochaine.